Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des Cloud Events et comment on peut en mettre partout. Alors, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur à Zenith à Lille. J'ai 18 ans d'expérience. Je suis Google Developer Expert, contributeur Quarkus, c'est pour ça que j'ai fait du Quarkus, mais ça n'a aucune importance aujourd'hui. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par Twitter ou par mon mail. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder sur mon blog. Je parle de pas mal de trucs, mais c'est souvent du Quarkus, du Java, ou parfois aussi du GCP, ça dépend. Alors, qu'est-ce que c'est les Cloud Events? Donc, les Cloud Events, c'est une spécification pour décrire des données, d'événements, d'une manière commune. Okay. Donc jusque-là, c'est assez vague. C'est une spécification qui décrit un événement. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient du Serverless Working Group de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, donc celle qui est derrière pas mal de technologies qui tournent autour dans le cloud et dans Kubernetes. Et leur logo, en plus, il est assez joli, avec un C, un E dans un nuage, c'est pas mal. Avoir un beau logo, c'est important. Pourquoi les Cloud Events? Pour avoir de la consistance entre la description des événements du cloud, pour avoir quelque chose d'accessible quant à cette description, et pour pouvoir avoir surtout des événements portables. C'est la troisième caractéristique des Cloud Events qui est la plus intéressante, en tout cas à mon sens. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit, c'est une spécification qui va décrire des événements. Le but, ça va être de simplifier la déclaration d'événements et de pouvoir créer des applications basées sur ces événements qu'on va vouloir aller déployer dans différents services, sur différentes plateformes. Et encore plus, on verra ce côté encore plus, le Cloud Event est extensible. La spécification, en plus de fournir une spécification papier, si vous voulez, qui est accessible via de la documentation, il va fournir un SDK qu'on peut ou pas utiliser pour les principaux langages. On va avoir un SDK pour du Java, du JavaScript, du Go, du Python, du C#, du PHP, du Rust. Je vous montrerai un petit peu le SDK Java. Voilà un exemple de Cloud Event. Cloud Event, donc, ça va être des métadonnées sur un événement. Il va décrire vraiment les métadonnées. L'événement lui-même, ça va être dans un champ data qui va être de la donnée encodée en base 64, puisque la donnée même de l'événement, elle va être propre à votre événement. Par contre, l'intérêt du Cloud Event, c'est d'avoir des métadatas sur l'événement qui soient le même pour tout type d'événement, le même sur toute plateforme, le même sur tout protocole. Cloud Event, on peut avoir des événements qui sont de différents formats de sérialisation, en Avro, en JSON, en XML, en protobuf. À chaque fois, il va y avoir dans la spécification la manière dont on va aller décrire ces événements selon le format. Donc là, ici, on a un exemple de Cloud Event en JSON. Donc on a spec version qui est obligatoire, la version de la spécification Cloud Event. Type, le type d'événement. Généralement, le type, on va l'exprimer en un domaine DNS inversé. La source, donc l'application source, donc ça peut être un peu ce que vous voulez. L'identifiant de l'événement, la date de l'événement. Et ensuite, les trois autres, même peut-être la date, je ne sais jamais pour la date, mais en tout cas, les trois autres sont optionnels. Le content type de la donnée, le schéma de la donnée. Si vous avez par exemple du JSON schema ou de l'Avro, vous pouvez donner l'identifiant du schéma. Le sujet. Le content type, on va le mettre au format MIME, qui est le format bien connu. Et donc, comme je l'ai dit, à la fin, dans un événement, bien sûr, il y aura la donnée de l'événement. C'est du base 64. Ces métadatas sont extensibles. Donc là, je vous ai donné un exemple d'extension des métadatas du Cloud Event avec les métadatas Open Tracing, Open Telemetry. Donc c'est ce qui permet d'avoir des traces distribuées. Dans cette notion de traces distribuées, on a la notion généralement de trace parent et de trace state. Et donc là, on voit que dans mon JSON de Cloud Event, j'ai deux nouveaux attributs. Ces attributs viennent de l'extension Open Tracing, Open Telemetry. Ces attributs sont trace parent, trace state. Attention, les attributs dans le Cloud Event ne vont pas se substituer aux entêtes techniques de la spécification Open Tracing, Open Telemetry. On verra un peu plus loin le binding HTTP des Cloud Events. Si vous avez du binding HTTP des Cloud Events et que vous avez l'extension Open Tracing, vous devez mettre les métadatas
Open Tracing pour Cloud Event et aussi les headers standards Open Tracing, Open Telemetry. Okay. Donc c'est juste que ça va vous permettre au sein des Cloud Events d'aller ajouter ces informations. Ça ne va pas se substituer à ce que l'extension nécessite. Alors, là j'ai fini la présentation des Cloud Events, je vais vous parler un peu de où ils sont utilisés. Tout d'abord, le Cloud Event a été fait pour le cloud, d'où son nom. Donc, vraiment, la cible est là où on les attend le plus, et la chose la plus classique pour du Cloud Event, c'est d'utiliser les Cloud Events dans des fonctions, donc dans tout ce qui est serverless, function as a service. Donc là, on a les grands cloud providers qui vont le proposer. Donc on a Alibaba Cloud Event Bridge, Azure Event Grid, Google Cloud via ce qu'on appelle Event Arc, mais c'est bien les Google Cloud Functions, IBM Cloud Code Engine, Oracle Cloud, Tencent Cloud, et on voit qu'il manque un grand cloud provider qui ne s'est pas mis à la spécification Cloud Event. Alors, on a aussi un ensemble de frameworks qui supportent les Cloud Events. Donc Debian, Knative. Knative Eventing, c'est assez intéressant. Ça veut dire que Knative, c'est la manière de faire nativement de l'eventing dans Kubernetes, et ça supporte les Cloud Events. Donc vous pouvez avoir des Cloud Events dans du Function as a Service et dans du Kubernetes, et avoir des choses qui sont interopérables, qui sont portables de l'un à l'autre. Cogito, OpenFaaS et Serverless Framework sont des frameworks de développement de fonctions qui sont agnostiques du cloud provider. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, Trigger Mesh. Donc, il n'y a pas que les fonctions dans la vie. Il y a aussi plein d'autres technologies qu'on va utiliser pour créer une application complexe. Puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos applications, elles sont constituées d'un, 10, 100, 1000 composants différents, distribués. Et donc, Cloud Event, on va avoir des bindings sur d'autres technologies. Comme ça, vous pouvez avoir un Cloud Event qui va démarrer dans le cloud et qui va ensuite pouvoir arriver sur d'autres composants liés à d'autres technologies. Donc, on a tout ce qui est technologie des brokers de messages, AMQP, Kafka, MQTT. On a de l'HTTP, du WebSocket, du Webhook, du NATS aussi, je ne sais jamais ce que c'est. Voilà. On a donc des bindings qui vont être définis dans la spec pour pouvoir dire comment est-ce qu'un Cloud Event, on va aller l'implémenter sur cette technologie. Je vais vous faire une petite démo, et ça va être vraiment le principal dans cette présentation. Donc voilà la démo. Donc je vais aller utiliser un bucket cloud storage pour aller déclencher une fonction. Okay. Donc ça va être très simple, hein. Je vais prendre un petit message JSON dans un fichier. Je vais pousser ce fichier, je vais le pousser dans le cloud, dans Google Cloud Storage, donc dans un bucket cloud storage. C'est un petit fichier JSON qui décrit un bookmark. Et ça va me déclencher une fonction Google Cloud, ce que j'ai appelé CE Function Storage. Cette fonction, elle va ensuite être déclenchée par du Cloud Event. Elle va aller charger le fichier et envoyer ce fichier dans un topic Kafka. Ensuite, je vais avoir un composant Kafka, donc, qui va lire ce topic et qui, quand il va recevoir ce document, ce message, il va aller le sauvegarder dans une base Mongo. Puis un troisième composant, qui lui est un composant HTTP classique, donc pensez une API RESTful classique, qui lui va pouvoir être appelé par un utilisateur via du curl, parce que moi mes utilisateurs ils font du curl, hein, ils n'ont pas d'interface graphique, et qui va aller charger ce fameux bookmark qui aura transité depuis mon bucket cloud storage via mon Kafka jusqu'à ma base Mongo, et donc il va pouvoir aller charger ce bookmark et l'exposer via une API. Okay. 3 composants, une Cloud Function, un composant Messaging Kafka, un composant HTTP. Et donc, ça va nous permettre de voir comment on implémente une fonction dans Google Cloud qui est déclenchée par du Cloud Storage, comment fonctionne le binding Kafka, comment fonctionne le binding HTTP. Puisqu'on va aller transiter les métadatas de l'événement déclencheur de notre flux de données, si on veut décrire ça comme ça. On va transférer tous ces événements grâce à Cloud Event et aux différents bindings.
Donc, comment ça marche une Google Cloud Function, un Cloud Events? Alors, donc, au niveau Google Cloud, ils ont choisi une programmation, en tout cas en Java, basée sur des interfaces. Donc, vous définissez une fonction, elle s'appelle ici Cloud Event Storage Test, qui implémente l'interface Cloud Events Function, qui est une interface de l'API de Google Cloud Functions. Vous devez implémenter une méthode qui est la méthode accept, qui accepte un Cloud Event. Donc là, on voit que l'objet Cloud Event, c'est l'objet du SDK Cloud Event, donc SDK Java Cloud Event. Là-dedans, vous avez accès directement aux métadatas du Cloud Event, donc getID pour récupérer l'ID, getSubject, getType, et à la donnée. Alors la donnée, c'est un objet data dans lequel la seule chose qu'on peut faire, c'est récupérer le tableau de bytes, donc 2 bytes pour récupérer le tableau de bytes. C'est une chaîne de caractères encodée en base64, donc là j'aurais dû aussi la décoder. Après, on va utiliser le binding Kafka. Donc un message Kafka. Il y a 4 composants dans un message Kafka. Il y a le nom du topic, il y a la clé, il y a les headers, et il y a la value, le payload, le message en lui-même. Okay, et donc, le binding Kafka de Cloud Events va définir comment est-ce que les métadatas du Cloud Events, on va aller les mapper sur la technologie Kafka. Donc là, ce qu'il propose, c'est de les mapper dans les headers techniques Kafka, ce qui est logique, de mapper les métadatas du Cloud Event dans les headers du message Kafka. Et grosso modo, chaque metadata, on va aller le binder dans un header qui est préfixé par CE underscore. Donc CE underscore spec version pour la spec version, CE underscore type, et ainsi de suite. Sauf pour le content type, parce qu'en Kafka, alors c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un standard dans la manière dont on passe le content type de la value Kafka, mais en tout cas, c'est fort utilisé dans beaucoup de frameworks qui utilisent Kafka, le fait d'avoir un content type qui s'appelle tout simplement content-type. Donc, ils ont réutilisé le content type. Donc, quand vous avez le data content type des Cloud Events, il va être passé dans un header content type. Et ensuite, dans la value, bah là, c'est la value classique Kafka. Donc là, ici, ce sera du JSON que je vais mettre dans le payload. Au niveau d'HTTP, bah en fait, on a la même logique. HTTP, les métadatas, on va les mettre dans les headers HTTP. Et dans le corps de la réponse HTTP, on va mettre la donnée. Alors, par contre, là, dans le binding, ils ont fait CE avec un tiret et pas CE avec un underscore pour préfixer les métadonnées. Voilà. Ça manque un peu de consistance, mais c'est pas grave. Et bien sûr, là, ça a énormément de sens. Le data content type, on va le mettre dans le content type de l'HTTP, qui est un standard qui permet de faire la négociation de contenu en HTTP. Et bien, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous faire, c'est donc d'aller développer cette fonction Cloud Storage. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle Bookmark Cloud Functions. Donc, comme je vous l'ai montré, elle implémente Cloud Events Function. Et elle va recevoir un Cloud Event. Donc la première chose que je fais faire, c'est loguer l'identifiant du Cloud Event. Et je vais aller récupérer le Cloud Event lui-même. C'est un Cloud Event, la donnée du Cloud Event. La donnée du Cloud Event, comme en fait c'est un événement qui va être déclenché par l'upload d'un fichier dans un storage, dans un bucket Cloud Storage, ça va être la donnée du Cloud Event, ça va être l'événement Cloud Storage. Donc c'est un événement Cloud Storage. Je vous montrerai la tête de l'événement dans les logs, et ça contient entre autres le nom du fichier. Et donc moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de récupérer le nom du fichier. Donc c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc normalement, c'est get, tac. Donc je vais récupérer le nom de l'objet. Alors là, le contenu de mon événement Cloud Storage, je l'ai parsé en JSON, donc via JSON-Object, qui est un petit parseur de JSON qui est fourni par Vertex. Et donc après, je peux aller récupérer un de ces attributs. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Ma fonction, c'est une fonction Quarkus. Donc j'ai 2-3 petits trucs
qui vont m'aider à la développer. Comme c'est une fonction Quarkus, je dois l'annoter avec une annotation CDI. Donc CDI, c'est le standard pour tout ce qui est injection de dépendance. Et donc je l'annote juste pour que Quarkus puisse découvrir ma fonction. Donc ça, c'est le truc qui n'est pas standard Google Cloud Function. C'est donc pour l'intégration dans Quarkus. Et après, j'ai 2 extensions Quarkus que j'ai ajoutées. Une pour pouvoir accéder à Google Cloud Storage et une autre pour pouvoir accéder à un broker Kafka. Le fait d'avoir l'extension Cloud Storage, je vais pouvoir accéder à un objet storage, qui est l'objet storage de l'API Cloud Storage de Google, hein, donc c'est du standard. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir aller récupérer un bucket, par exemple. Donc là, je vais récupérer mon bucket. Mon bucket, il s'appelle, je l'ai en haut, tiens, il s'appelle Cloud Event Bucket. Donc je récupère le bucket et ensuite je vais aller récupérer le blob. Donc le blob, ça veut dire c'est un objet dans Cloud Storage. Hein. Donc là, je vais récupérer mon blob. Tac. Et donc mon blob, son nom, ça va être le nom du blob dans l'événement Cloud Storage. Donc c'est l'événement qui est à l'intérieur du Cloud Event. Donc dans le Cloud Event, la partie data, ça va être un événement Cloud Storage. Moi, je veux récupérer non pas l'événement Cloud Storage, mais le fichier dans Cloud Storage. Donc je récupère son blob. Ensuite, je vais l'envoyer dans Kafka. Là, je vais utiliser une extension Quarkus un peu spécifique qui va me faciliter la vie. Donc, je ne vais pas avoir à créer un message Kafka, me connecter, créer un client et tout ça. Il fait tout ça pour moi et j'ai juste récupéré un émetteur, donc un objet qui va me permettre d'émettre un message dans mon broker Kafka. Ça se base sur une extension qui s'appelle MicroProfile Reactive Messaging. MicroProfile, c'est une spécification, c'est un ensemble de spécifications pour le développement d'applications de type microservices et pour le cloud. Et donc, il y a entre autres dans la spécification une partie pour tout ce qui est messaging réactif. C'est ça que j'utilise. Donc, un émetteur permet d'envoyer un message. C'est un émetteur qui est de type byte, crochet, donc c'est de tableau de byte, donc ça va me permettre d'envoyer un message avec juste un tableau de byte. Okay. Et donc ce message, ça va être le contenu du fichier que je vais envoyer. Donc pour faire ça, c'est très très simple. Si je veux envoyer un fichier, je fais emitter.send de mes données, donc du contenu de mon blob. Voilà. Si je fais ça, je vais donc bien envoyer le contenu du fichier Cloud Storage dans Kafka. Or, ce que j'ai dit, moi, c'est que je voulais l'envoyer avec tous les métadatas. Pour envoyer avec les métadatas du cloud, il va falloir que je crée un objet Cloud Event Metadata. J'aurais pu mapper header par header, donc en me basant sur la spécification, et puis dire, bah tiens, là, je récupère le Cloud Event.getID et je le mets dans un header CE underscore ID. Encore une fois, l'extension Quarkus Reactive Messaging va me simplifier la vie. Il me permet de créer un objet Cloud Event Metadata. Et dans cet objet, en fait, je le crée avec les métadatas du Cloud Event. Donc là, c'est les quelques lignes de code que vous avez ici. J'ai créé un default outgoing Cloud Event Metadata avec, et je lui ai passé mes données du Cloud Event. Donc je lui ai passé l'aspect version, l'ID, le time, le subject, enfin, voilà, je lui ai passé tous les attributs de mon Cloud Event dedans. Et donc là, je vais pouvoir aller créer, entre autres, mes métadatas du Cloud Event. Voilà. Donc là, c'est ma petite fonction, c'est ma petite méthode qui me facilite la vie. Avant de vous montrer comment on passe des métadatas via Reactive Messaging, je vais juste regarder avec vous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un Cloud Event. Donc ça, c'est le SDK Java. Donc, c'est une interface. Dans cette interface, on voit qu'elle étend une autre interface qui est Cloud Event Context et qu'elle définit juste la méthode getData. Cette méthode getData retourne un Cloud Event Data sur lequel la seule chose qu'on peut faire, c'est récupérer le tableau de bytes. Okay. Et donc, en fait, tout ce qui est intéressant, c'est dans Cloud Event Context et dans Cloud Event Attributes. C'est là où on a tous les métadatas. On a aussi Cloud Event Extensions qui permet de définir des extensions. Et donc là, on a tous les métadatas du Cloud Event
Voilà. Donc c'est vraiment un objet Cloud Event qui, via un ensemble d'interfaces, va aller définir tous les attributs d'un Cloud Event via l'API Java. Voilà. Donc c'est vraiment une toute petite SDK en Java qui contient quelques interfaces qui définissent des méthodes pour récupérer les attributs. Revenons à mes métadatas. J'ai créé des métadatas avec le Cloud Event qui vont permettre ce binding du protocole Kafka, donc qui vont permettre de définir tous les headers. Et je vais devoir envoyer non pas directement le contenu de mon message, mais envoyer un objet message. Voilà. Donc c'est juste un truc de l'API Reactive Messaging. Donc je peux soit envoyer directement du contenu, soit envoyer des messages quand je veux pouvoir aller gérer les métadatas. Donc là, je dis que je crée un message depuis le contenu, donc depuis mon blob, et dans ce message, je vais aussi créer un metadata depuis mon objet metadata. Alors, je ne peux pas mettre directement mon objet metadata parce que Reactive Messaging supporte l'utilisation de plusieurs objets metadata. Voilà. Je pourrais avoir un objet Kafka outgoing metadata qui me permet de définir le topic, la clé, des headers génériques et ainsi de suite. Donc voilà, ça se crée comme ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que j'utilise mon émetteur pour envoyer un message, que mon message il consiste en le payload qui est le contenu de mon blob, donc le contenu du fichier qui est dans Cloud Storage, et des métadatas. Ces métadatas, je les ai créés depuis le Cloud Event Metadata. OK ? On va donc aller construire tout ça. Je vais donc aller construire ma fonction, elle est la déployer dans Cloud Storage. Donc, je vais construire mon application. Donc là, j'utilise le click Quarkus, j'aurais pu utiliser Maven, hein, j'aurais pu faire un Maven Clean Package. Là, j'utilise le click Quarkus, c'est plus facile. Java, on va passer en Java 17. Pardon. Tac. Et donc, je construis mon application. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'extension Quarkus des Cloud Functions va construire un Uberjar compatible avec les Cloud Functions de Google Cloud. On le voit dans le répertoire Target Deployment. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite aller utiliser gcloud, donc la ligne de commande de Google Cloud, pour pouvoir aller uploader ma fonction dans Google Cloud. Donc on va aller uploader la fonction. Pour ça, on va aller regarder. Tac, tac. Voilà. Donc là, je vais lancer le déploiement. Donc pour déployer une fonction dans Cloud Functions, on utilise gcloud qui est le CLI de Google Cloud. On l'appelle la commande functions deploy. On met le nom de la fonction, ici Cloud Event Function Storage. Les Cloud Functions ne sont supportés que dans Cloud Function Gen 2, donc dans la version 2 des Cloud Functions de Google Cloud qui est sortie il y a quelques mois. Donc il faut mettre -, Gen 2. Ensuite, comme entry point, c'est la classe qui va être appelée par le runtime de fonction de Google Cloud. Comme je fais du Quarkus, je dois utiliser la Quarkus Cloud Event Function, qui elle va ensuite aller localiser ma fonction. Donc en fait, c'est un pattern delegate. C'est pas directement ma fonction que je demande à Cloud Function de démarrer, c'est la fonction Quarkus qui va localiser la mienne et la démarrer. J'ai spécifié le runtime Java 17 parce que je suis en Java 17. Et très important, je lui dis comment il doit se déclencher. Donc je lui dis qu'il doit se déclencher depuis un bucket qui s'appelle Cloud Event Bookmark. C'est le bucket voilà, Cloud Event Bookmark là ici, c'est le bucket que moi, depuis lequel ensuite j'ai été charger le blob dans ma fonction. Voilà, et donc en source, là où est mon Uberjar à déployer. Voilà. Donc là, ma fonction a été buildée, elle a été démarrée, et je vais pouvoir aller la déclencher. Pour déclencher ma fonction, comme je vous l'avais expliqué, je dois aller uploader un fichier dans le bucket qui s'appelle
Je viens de vous le montrer, j'ai déjà oublié, c'est pas grave. Donc, dans le bucket de données. Donc, je vais juste vous montrer le fichier que je vais aller pousser. Donc, c'est un petit fichier JSON. Vous voyez, pas grand-chose. Ça, c'est ma donnée. Donc, cette donnée-là, c'est elle que je vais aller charger dans ma Cloud Function et envoyer dans mon topic Kafka. Tac, tac. Donc, pour aller déclencher ma fonction, je vais donc aller uploader ce fichier avec l'outil JSUtils, donc pour Google Cloud Storage Utile. Donc, je copie mon JSON dans le bucket en question. Donc, ce bucket s'appelle Cloud Event Bookmark. Là, il y a un événement Cloud Storage qui va être généré, qui va déclencher ma fonction. Ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller charger, elle va aller récupérer depuis l'événement le nom du fichier, récupérer le bucket, charger le fichier, donc télécharger le fichier et l'envoyer à Kafka. Pour savoir si ça marche, il faut aller regarder les logs. Donc là, on va aller regarder les logs de ma fonction. Tac, tac, tac. Et normalement, on devrait voir un log d'aujourd'hui. Donc on est bien le 21 octobre et on voit bien le log de la fonction. Donc là, on a bien une fonction qui s'est déclenchée. Donc là, on a les lignes de démarrage de la fonction. Ouais, tac, tac. Donc là, vous voyez les lignes de démarrage de Quarkus. Donc Quarkus s'est démarré en 1 seconde 8. C'est un petit peu long, je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est un petit peu plus rapide. Aujourd'hui, Google Cloud doit être un peu fatigué. Et là, j'ai l'événement qui a été reçu. Donc ça, c'est mon événement Cloud Storage, dans lequel j'ai été récupérer un attribut qui est le nom. J'aurais pu récupérer le bucket aussi. Il y a d'autres métadonnées. Ça, c'est pas le Cloud Storage, c'est l'événement qui est à l'intérieur de Cloud Storage, de Cloud Event. Voilà. Donc ce n'est pas le Cloud Event, c'est l'événement qui est à l'intérieur du Cloud Event. Donc c'est la partie data. OK, donc ça c'est bien généré, pardon. Donc ça c'est bien déclenché, donc là je dois avoir un message dans Kafka. Donc deuxième étape, je vais aller implémenter ma fonction Kafka. Pardon, mon composant Kafka. Ça ne va pas être une fonction. Donc ça va être un composant qui va écouter le topic Kafka, dans lequel je viens d'envoyer un message, qui va récupérer les données, qui va les persister dans une base Mongo. Tac, tac. Et donc, Kafka, il est ici. Donc, il va récupérer un objet bookmark. Donc là, j'ai l'objet bookmark. Donc, vous avez vu, ça a 4 attributs, ID, URL, title, description. Et je vais aussi, dans ma base Mongo, sauvegarder les métadonnées du Cloud Event pour qu'elles puissent être récupérées par mon composant HTTP. Donc, je vais aussi avoir tous les métadonnées du Cloud Event. Et donc, pour que ça soit plus facile, j'ai juste créé un objet avec tous mes champs en public. Cet objet, il va être sauvegardé en Mongo. Là, je vais utiliser un truc qui s'appelle MongoDB with Panache. Donc, c'est une extension Quarkus qui permet d'avoir une implémentation de repository, donc un DAO de type repository pour aller persister ou rechercher des bookmarks depuis une base Mongo. Voilà. On verra, je vous montrerai très rapidement comment ça marche. Donc c'est pour ceux qui ont fait du Spring Data, par exemple, c'est à peu près pareil. Spring Data fournit des repositories, là c'est à peu près la même chose, ça s'appelle MongoDB with Panache. Donc vous voyez, il n'y a quasiment rien implémenté. On définit une classe qui implémente Panache Mongo Repository de bookmark, et cette classe va nous permettre de persister des objets bookmark dans une collection MongoDB. Mon application, c'est une application de type messaging. Donc, encore une fois, là, c'est du Quarkus. Donc, c'est juste pour... ça va utiliser uniquement l'extension Reactive Messaging. Et donc, dans cette extension, pour pouvoir aller recevoir des messages, on va créer une méthode. Là, ma méthode, elle s'appelle sync, qui va être annotée avec @incoming. Donc, @incoming, ça va dire je reçois des messages depuis un channel qui s'appelle bookmark. On parle de channel et pas de topic, parce que Reactive Messaging est agnostique du protocole, agnostique de Kafka. Et donc, on a la notion de channel, qui peut être, si on est sur du Kafka, un topic.
Si on est sur de la MQP, un exchange à MQP, et ainsi de suite. Okay, donc encore une fois, là, j'annote ma classe application par une annotation CDI pour que Quarkus puisse la détecter, et ensuite, lui, il va aller lire les annotations, il va savoir qu'ici, on a un channel d'incoming, et il va aller se connecter. Donc là, j'ai aucune configuration. Par défaut, il va se connecter à un topic du nom du channel. Alors, cette histoire de channel, c'est vraiment la même chose que ce que j'avais fait ici dans ma fonction storage. J'avais défini, en fait, via mon émetteur, il était défini sur un channel qui s'appelle aussi bookmark. Donc il allait pousser aussi dans un topic bookmark. Voilà. L'émetteur permet juste d'aller pousser de la donnée de manière ce qu'on appelle impérative, c'est-à-dire que vous prenez l'émetteur, vous faites send pour lui envoyer. Et là, ici, on a l'annotation qui va en fait créer un flux de messages réactifs. Voilà, donc derrière, il y a du réactif avec du back pressure et tout ça. Pour ceux qui font des composants Kafka en Java, Reactive Messaging, c'est vraiment une API super top. Je vous conseille vraiment de regarder si vous voulez faire du Quarkus. Ça permet vraiment de faire des composants ultra légers. J'en avais parlé à Devox, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver un talk sur le sujet. C'est vraiment super top. Je vais avancer. Donc, je reçois un message. Dans mon message, je vais avoir quoi? Je vais avoir mes données de bookmark. Donc, je vais avoir mon bookmark. Mon bookmark, c'est le contenu de mon message. Et je vais utiliser un object mapper de Jackson pour pouvoir aller parser mon message. Donc là, donc, je vais dire que c'est du... voilà. Donc là, donc là, j'ai utilisé Jackson pour pouvoir aller parser le payload que je récupère comme une string dans un objet bookmark. J'aurais pu utiliser un serializer JSON Kafka, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Et donc après, ce bookmark, je vais vouloir aller le persister sur ma base. Pour persister sur la base, je fais persist. Non, pardon. Je dois utiliser mon repository, donc il est au-dessus. Et j'appelle la méthode persist. Alors là, je fais persister update, ça me permet d'envoyer plusieurs fois de suite le même bookmark si nécessaire. Et donc là, c'est une méthode qui vient de MongoDB Spanache qui me permet de persister sur une base de données. Voilà. On peut faire toutes les fonctionnalités CRUD classiques, aller rechercher, faire du find, du list et ainsi de suite. Et dernière ligne, je dois hacker le message. Ça permet de dire à Kafka d'aller committer l'offset du message. Donc c'est un acknowledge qui dit « ce message, je l'ai bien traité et tu peux m'envoyer les messages suivants ». OK? J'ai oublié une chose. Ce que je voulais, c'était persister mon bookmark plus les informations, les metadatas de CloudEvent. Donc là, je me suis préparé une petite méthode qui s'appelle Enrich with CloudEvent. Donc là, je lui donne mon bookmark et je lui donne mes CloudEvent. Pour récupérer mes CloudEvent, je dois aller récupérer le metadata qui est de type incoming CloudEvent metadata. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un optional, parce qu'on n'a pas forcément les metadatas demandés. Donc je fais or else throw. Donc là, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller ajouter dans mon objet bookmark les différents metadatas du CloudEvent en les récupérant depuis l'objet incoming CloudEvent metadata, qui est un objet fourni par Reactive Messaging qui permet de faire le binding entre les headers Kafka et directement voilà, qui me permet de faire le binding entre les headers Kafka et les CloudEvent. OK? On va aller démarrer ma fonction. Alors, on passe en Java 17. Tac. Je démarre ma fonction. Tac, tac.
Donc là, c'est le dev mode de Quarkus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode en fait où, avec du live reload, donc je démarre Quarkus. Il va se connecter à MongoDB, il va se connecter au cluster, à mon topic Kafka. Donc là, il n'a pas relu le message, donc je vais aller lui renvoyer un message. Tac, pour renvoyer un message. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais voir le message arriver. Et voilà, receive a message. J'ai reçu le message. Normalement, il est dans ma base Mongo. On va aller voir s'il est effectivement dans la base Mongo. Donc là, je peux démarrer aussi celui-ci. Donc on va aller coder le troisième composant. Et il me reste 10 minutes. Donc, ma fonction, elle est déclenchée par un event cloud storage. Elle envoie dans un topic Kafka. C'est reçu par mon composant Kafka, qu'il persiste dans une base MongoDB. Maintenant, je vais créer un composant HTTP, une API. Et ce composant HTTP, il va aller charger mon bookmark et les métadatas du Cloud Event depuis la base Mongo et pouvoir l'exposer à des utilisateurs. Et donc, via HTTP REST JSON, donc une API assez classique. Donc là, bien sûr, c'est du Quarkus, vous l'avez compris. Donc j'ai un objet bookmark aussi, c'est le même que l'objet précédent. La seule distinction, c'est que je ne vais dire à ma couche de sérialisation JSON de ne pas sérialiser les objets, les métadatas du Cloud Event. Pourquoi? Puisque ces métadatas du Cloud Event, je ne dois pas les avoir dans le corps de la réponse HTTP, mais dans un header. Donc je dis à Jackson de ne pas les sérialiser. J'ai la même chose, un bookmark repository. Et donc là, je vais développer une ressource. Donc là, c'est du JAX-RS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le standard Java de développement de web service RESTful. Et donc, c'est une classe que je vais annoter avec @pass pour dire sur quel pass HTTP elle va répondre. Excusez-moi. Donc, sur /bookmark. Je vais m'injecter un bookmark repository pour pouvoir avoir accès à mes bookmarks. Donc là, par exemple, quand je vais faire un get sur /bookmark, il va appeler cette méthode-ci qui va lister tous les bookmarks. Et je vais développer une méthode où quand je fais un get sur /bookmark l'identifiant du bookmark, je vais aller récupérer un bookmark et surtout ajouter tous les métadatas du Cloud Event comme header HTTP. Donc la première chose, c'est qu'on va aller charger mon bookmark. Donc là, c'est pareil. On fait bookmark repository.find find by ID sur l'identifiant. Et ensuite, je vais aller retourner une réponse HTTP, une réponse OK avec comme contenu le bookmark. Ça va me sérialiser mon bookmark. Et ensuite, je vais aller mapper les différents Cloud Events dans des headers. Donc là, le premier header, j'ai dit c'est spec version. Et donc ces metadata, je les ai persistés dans ma base Mongo, donc je vais pouvoir aller les récupérer. C'est spec version. Donc là, je vais mapper quelques headers. J'en mappais juste 2 parce que je suis un peu fainéant et que ça suffit pour montrer le principe. Et c'est le type. Voilà, donc là, vous mappez tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir aller appeler un autre bookmark, bien sûr. Théoriquement, j'aurais dû faire ça avant, mais j'ai oublié. Je démarre Quarkus et on va pouvoir aller accéder à notre API REST. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi j'utilise curl comme interface graphique, je trouve que c'est super top. /bookmarks, ça va me lister mes bookmarks. J'en ai un. Je vais pouvoir récupérer le bookmark 1. Si je récupère le bookmark 1, donc déjà là on voit que ça marche. J'ai bien mon objet bookmark qui
que j'ai uploadé dans Cloud Storage, qui est passé dans mon topic Kafka, qui était persisté dans ma base Mongo. Et mes headers, on voit qu'ils ne sont pas là. Pour pouvoir avoir les headers avec curl, il faut mettre un "-v". On voit bien que les métadatas ne sont pas dans le core, mais qui sont bien dans les headers. Donc si je fais un curl "-v", je vais bien avoir mes deux métadatas, ceux que j'ai mappés, qui sont ici. Et on voit que là, ici, c'est bien mon metadata qui vient de mon Cloud Event Storage, puisque le type du Cloud Event, c'est bien object.finalized, qui est le type d'événement qu'on reçoit quand on pousse un objet dans Cloud Storage. Voilà, eh ben, j'ai fini en avance.